J'ai l'habitude de comparer le gardien à un aiguilleur du ciel. Le gars qui dit aux avions de venir, non, toi tu attends, toi tu peux descendre, toi tu peux décoller, etc. Le gardien lui communique. Je dis toujours au gardien que vous n'en avez que faire de savoir si votre équipe va marquer. Vous devez être préoccupé par ce qui va se passer si on perd le ballon. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui dans cet épisode de La Voix des Gardiens, je reçois l'un des entraîneurs des gardiens les plus connus en France, pour ne pas dire le plus connu, grâce à son parcours en club, sa capacité d'analyse, mais aussi son rôle de consultant pour Canal+. Bonjour Christophe Lolichon. Bonjour. Alors tu as commencé à Nantes en 1985 quand tu n'avais que 23 ans, d'abord à la formation et après chez les pros, puis un passage à Rennes, pareil, à la formation et après chez les pros, mais c'est bien sûr à Chelsea que ta carrière prend une autre dimension, 15 ans chez les Blues où tu as côtoyé Thibaut Courtois, Edouard Mendy et surtout un gardien qui a beaucoup compté pour toi, Petr Cech, et inversement je pense, on y reviendra. Mais première question, je la pose à tous mes invités, qu'est-ce qu'un bon gardien en 2023 ? C'est tout d'abord un gardien intelligent qui a une excellente lecture de jeu et qui est capable donc à partir de cette lecture, de prendre la bonne information, la bonne décision et bien sûr de communiquer. Il y a aussi des critères qui vont être d'ordre athlétique, physique. J'aime particulièrement les grands gardiens, mais les grands gardiens explosifs. Par rapport à ce poste extrêmement complet, il faut énormément de capacité à s'adapter. Que ce soit dans la compréhension du jeu que dans les techniques pures de gardien de but. S'adapter, c'est surtout sans le ballon, surtout sur les phases défensives. Et les phases offensives, il ne faut surtout pas dissocier les phases défensives des phases offensives concernant le poste de gardien. On a l'habitude d'évaluer et de juger les gardiens sur les arrêts qu'ils font. C'est un petit peu primaire comme évaluation, parce qu'il y a tellement de choses à faire et à anticiper avant éventuellement de devoir effectuer un arrêt, aussi spectaculaire soit-il ou aussi basique soit-il. J'ai l'habitude de comparer le gardien à un aiguilleur du ciel. Vous savez, le gars qui dit aux avions de venir, non, toi tu attends, toi tu peux descendre, toi tu peux décoller, etc. Le gardien lui communique. C'est toute cette gestion-là qu'on ne voit pas forcément, qu'on voit moins qu'un arrêt. Un arrêt, tout le monde le voit, tout le monde le commente. Exactement. C'est le mieux placé parce que lui, il n'a personne derrière lui, si ce n'est des supporters. Donc il faut se rendre un petit peu imperméable et puis être en analyse quasiment permanente de ce qui se passe devant vous, parce que vous devez aider vos partenaires à mieux gérer, que ce soit les espaces, que ce soit le marquage. On peut aller jusqu'à, et on doit aller jusqu'à anticiper le moment où on va recevoir le ballon. En gros, il y a deux phases. Quand votre équipe a le ballon, vous devez anticiper la possibilité de perdre ce ballon et quels sont les espaces que peut utiliser l'adversaire à la récupération. Je dis toujours aux gardiens que vous n'en avez que faire de savoir si votre équipe va marquer. Vous devez être préoccupé par ce qui va se passer si on perd le ballon. Et là, on est dans la prise d'information permanente. Pourquoi prendre l'information ? Pour anticiper. Et anticiper, c'est avoir un temps d'avance. Et on peut même aller jusqu'à orienter et influencer l'adversaire. C'est-à-dire un garçon qui m'avait bluffé, non, parce que je savais qu'il était dans ce registre-là, c'était Onana, quand il jouait à l'Inter de Milan. Et j'avais commenté Benfica-Inter. Et à ce moment-là, l'an passé en Ligue des Champions, le Benfica a été extrêmement fort offensivement. C'était l'une des équipes qui avait marqué le plus de buts, tout compris, championnat portugais, différentes coupes, etc. Et pendant le match, Onana avait un tel placement, il avait une telle gestion des espaces, de la profondeur, que moi je pouvais voir, j'étais vraiment un peu concentré là-dessus, les difficultés de choix des joueurs du Benfica. Parce qu'ils voyaient Onana, ils se disaient non, je peux pas la mettre là. Il va sortir, il va la prendre, etc. S'il avait été 5 mètres à 10 mètres plus bas, ils avaient cette opportunité. C'est une orientation quoi, des épaules, du corps, c'est un des placement fois, déjà. C'est un placement, c'est la gestion de la distance que vous avez par rapport à deux paramètres, votre but et votre ligne défensive. Par moment, on est plus en gestion des espaces qu'en protection directe du but.
Et par moment, on est plus en protection du but parce que les espaces sont tellement remplis, il y a une telle densité de joueurs que là, on est plus vraiment dans la protection de ce fameux cadre blanc. Mais ça, quand on travaille par exemple à l'entraînement, quand l'entraîneur des gardiens travaille sur la prise de balle, c'est quoi? C'est 1% du coup. C'est une seconde d'une action parce que c'est l'action où le gardien va arrêter le ballon. Mais tout le travail à côté, comment c'est travaillé du coup? Tout le travail technique a été fait en amont. Là, on parle du monde professionnel. Donc on va l'entretenir, tel que le pianiste qui fait ses gammes tous les matins. On va entretenir la prise de balle en essayant de ne pas faire quelque chose de totalement analytique. J'ai un peu les cheveux qui se dressent sur la tête quand je vois certaines images d'entraînement où on se cantonne malheureusement beaucoup trop, les entraînements spécifiques, à l'ultime seconde de l'intervention du gardien. Mais pourquoi il a fait ça? Donc amener à faire réfléchir les gardiens, c'est ça l'intérêt. On peut le faire dans le spécifique, même si j'ai tendance à dire que l'entraînement spécifique, c'est un quart. Le reste, on est avec le gardien, dans les entraînements collectifs, on essaye de faire comprendre à l'entraîneur, au manager général, que le gardien, il a tout intérêt à participer à beaucoup d'entraînements collectifs, y compris en tant que joueur, pour mieux comprendre le jeu, pour mieux gérer la pression, pour prendre l'information qui est multiple quand on est au cœur d'un jeu de conservation. En effet, il y a un travail technique. J'ai le souvenir, bien sûr, de Petre qui aimait chaque jour faire des gammes techniques que je proposais. Parfois, il me disait j'aurais plutôt envie de faire ça. Pas de problème, on s'adapte. La notion d'effacement, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand on enlève la jambe côté ballon pour tomber très vite au sol. C'est un geste qui est difficile si on ne le maîtrise pas et si on n'a pas automatisé cette réaction. Donc, quand c'est automatisé, on n'y pense plus, mais on le fait. Et très, très vite. Les gardiens allaient dans le jeu le lundi, c'est ça? Globalement, sur une semaine d'entraînement, ça arrivait qu'ils soient prévus dans le jeu avec les joueurs? Alors, le souci de Chelsea, c'est qu'on jouait tous les 3 jours. Quand il n'y avait pas de Ligue des Champions? Alors, admettons une semaine traditionnelle avec match de samedi à samedi. Je demandais toujours à ce qu'il y ait la possibilité que les gardiens fassent de la conservation avec les joueurs. Et il y a un entraîneur, c'est pas celui avec lequel je me suis le mieux entendu, c'est un Portugais, José Mourinho. José avait accepté que sur les jeux de fin d'entraînement, il y ait un joueur libre et que ce soit le gardien, le 3e par exemple, mais je faisais tourner en demandant à Thibaut par exemple et à Petre si ça les intéressait parfois ils voulaient rester dans le but parce qu'ils avaient besoin de se sentir encore plus concernés par l'activité propre du gardien, et ils adorent ça les gardiens, ils adorent jouer. Et j'ai pas rencontré beaucoup d'opposition à Chelsea, un petit peu plus à Rennes avec Laszlo Bologna, mais j'avais des discussions incroyables avec Laszlo. Et puis à Nantes, c'est le paradis. Voilà, c'était justement quand on a été dans le staff de Jean-Claude Siaudeau, l'évolution qu'on voit aujourd'hui du gardien de but qui est joueur, qui joue avec ses pieds, est-ce que ça t'étonne? Jean-Claude Siaudeau et Reynald Denouex. Et ce sont mes formateurs. Vous vous rendez compte la chance que j'ai pu avoir. Si vous vous souvenez du jeu au pied, de la lecture de jeu et de l'intelligence de jeu de Michael Landreau, vous vous doutez bien qu'il a passé un petit peu de temps sur le terrain, puis il adorait ça. S'il pouvait même éviter d'aller dans le but des fois, il ne s'en privait pas. Et nous, on me faisait ça déjà dans les années 90. Vous vous rendez compte ? Mais donc, le gardien qu'on voit aujourd'hui, il rattrape une évolution du poste qui était déjà dans les idées il y a 35 ans. Mais pourquoi l'évolution, elle a pris ce temps-là ? Alors, il y a eu des gardiens qui ont joué au pied. Michael Landreau, Fabien Barthez a joué très haut dans les années 90, Barthez, Pascal Olmeta aussi. Mais ce n'était pas une demande globale de tous les entraîneurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gardiens qui jouent au pied avec cette nouvelle génération de gardiens. Pourquoi ça a pris tant de temps ? Parce que longtemps, le gardien était considéré comme le pompier de service. Et ceux qui ont pris des initiatives, il y a un Français très connu, c'est Fabien Barthez, qui adorait jouer au pied, qui était adroit, qui avait une fluidité dans son rapport avec le ballon. Et Fabien Barthez a certainement été un grand initiateur de cette lente, cette progressive transformation du poste. Et puis après, vous avez eu l'avènement d'un entraîneur. Alors autant Coco, sa réputation est plus nationale, et vous avez vu l'avènement d'un deuxième génie, parce que Siaudeau est un génie, c'est Pep Guardiola. Qui lui a recruté un gardien de but avec des qualités au pied très fortes, pour mettre en place son jeu collectif, mais le bonifier avec des qualités au pied de son gardien qui lui permettaient après d'avoir sur le reste du terrain plus de qualité de possession. Exactement, pour attirer l'adversaire. Quand vous avez un gars qui n'est pas tout de suite pressé tel que le gardien de but, vous jouez avec lui. Si le gars, d'abord, s'il comprend ce que veut faire l'entraîneur, c'est important. Mais il a fait la même chose avec Valdés. Valdés n'était pas un gardien techniquement exceptionnel. Il a même failli arrêter d'être gardien à 18 ans parce qu'il en avait marre de ne pas toucher de ballon. Par contre, il était dans le registre de ce que souhaitait Guardiola, et même quand Valdés,
Il lui est arrivé, j'ai le souvenir d'une erreur de Valdés sur un Real Madrid contre Barcelone où Avec Benzema. ouais, Valdés se plante et vous avez sur le bord de la touche notre ami Pep Guardiola qui est debout, qui applaudit son gardien et qui dit continue, c'est moi, continue. C'est magnifique ça. J'ai pas rencontré beaucoup d'entraîneurs qui avaient une telle acceptation de l'erreur. On a parlé de ta vision du poste en tant qu'entraîneur des gardiens aujourd'hui, mais quel gardien toi tu étais avant d'être entraîneur, le jeune gardien J'ai tout de suite voulu jouer dans le but, ça c'est clair, à 8 ans dans mon petit club de l'ES Blain à 30 km au nord de Nantes. J'adorais ça. J'ai essayé de me rappeler pourquoi je prenais du plaisir à jouer dans le but à cet âge-là. Parce que je pense que c'était le mec qu'on regardait un peu plus. Plus que l'attaquant. Vous savez, il y a des extrémités. Hein. Et puis cette notion de responsabilité. J'adorais avoir des responsabilités. Alors vous dire que je jouais haut, alors ça je m'en souviens pas et je ne pense pas. Mais j'ai eu de bons éducateurs. Puis après, j'étais un gardien, j'ai pas été professionnel, donc cela signifie que je n'avais pas suffisamment de qualité pour le devenir, mais j'étais curieux. Ce qui m'a amené à faire une rencontre qui a, avant celle de Petre, mais qui a été primordiale dans la suite des événements. Cette rencontre, c'est quand tu intègres le FC Nantes ? C'est un professeur de français. Un professeur de français qui s'appelle Michel Tronçon, qui travaillait dans l'établissement scolaire où je suis arrivé en seconde. Et ce professeur de français, j'ai découvert qu'il était entraîneur de football aussi, et entraîneur de la 4e division du FC Nantes, qui à l'époque était donc la 3e équipe du club. Mes résultats scolaires étant ce qu'ils étaient, pensant beaucoup au foot, pensant encore devenir professionnel, hein, comme beaucoup de gamins, c'était le seul professeur qui était à peu près sympa avec mes parents, en me disant « Mais il adore le foot, votre fils, et puis il pose toujours des questions en cours, vous inquiétez pas, il va se débrouiller. » Et puis en première, je l'avais plus comme prof de français, mais il vient me voir un jour. Il me dit « Est-ce que le jeudi, tu pourrais avoir une autorisation pour quitter l'établissement et venir t'entraîner avec moi avec la 4e division du FC Nantes ?» Et moi, je joue en PH. Et le FC Nantes, c'était mon club. Oui, parce que c'était mon club. J'étais un adorateur d'Henri Michel. J'aimais le style déjà costaud de Jean-Paul Bertrand de Man, l'ex-géant du FC Nantes. Et je demande une autorisation que j'ai, bien sûr, et je vais m'entraîner sur un terrain stabilisé à la Genelière. Vrai stabilisé, quand ça gratte. Et ce professeur de français était tout aussi bon sur le terrain de foot que dans une salle de classe. Il était passionnant, et je posais des questions. Puis un jour, il a été voir Reynald de Noex et monsieur Zeppo Zaeta, qui était un scout du FC Nantes emblématique. Il dit, j'ai un gamin là que je prends à l'entraînement avec moi, c'est pas mal. Mais il pose toujours des questions sur l'entraînement. Et puis un jour, Reynald et monsieur Zaeta sont venus me voir. Ça t'intéresse de t'occuper des poussins ? Ah bah oui, bien sûr. Et j'ai commencé par entraîner les petits. Ensuite, c'était les pupilles, les minimes, responsable de l'école de foot pendant quelques temps. Donc c'est bien parce que j'avais un œil sur le champ aussi, sur l'organisation. Ouais. Et puis un jour, lorsque j'ai 23 ans, c'était pas loin de la date de mon anniversaire, Reynald vient et Coco Sodo, que je croisais, parce qu'on avait des réunions techniques toutes les semaines. Ça t'intéresse d'intégrer le centre de formation ? Une deuxième vague positive, hein ? Eh ben oui, bien sûr. Mais vous savez, à cette époque-là, on n'était pas forcément payé avec un butin de salaire. Et il fallait une couverture sociale. Ouais. Donc je suis parti bosser à Decathlon pour pouvoir... D'accord. pour pouvoir... À côté... bien sûr. Et puis à Decathlon, ça se passait tellement bien qu'ils m'ont proposé un plan pour devenir chef de rayon, etc. Et j'ai dit au boss à l'époque... J'ai dit, laisse-moi la nuit, je te répondrai demain matin. Je savais ce que j'allais répondre. Decathlon, je savais où j'allais. Le FC Nantes, je savais pas, hein. Clairement. Puis je lui ai dit, je vais pas répondre positivement à ta proposition. Parce que le FC Nantes, c'était... Puis le foot. Ouais. Le foot. Donc je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et donc, tu es au centre de formation. Et comment tu bascules chez les pros ? Parce que monsieur, d'une part, Jean-Claude Sodo est redevenu entre-temps aussi directeur du centre de formation parce qu'ils ont été chercher un entraîneur croate qui est monsieur Blažević. Donc la proximité avec Coco et Reynald, mais c'est monstrueusement positif. C'est d'une richesse exceptionnelle. Et puis monsieur Miroslav Blažević est évincé et Coco remonte chez les pros. Et puis il me dit, au fait, je t'ai pas dit, mais toi tu viens avec moi. 3e vague. Voilà. Jamais 203. Jamais 203. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, à savoir que je faisais deux entraînements avec les pros et j'avais le loisir de rester, d'être quand je voulais. J'étais pas sur le banc. Et là, j'avais tout. Parce que je cessais pas les petits. Les poussins aux pros, j'étais dedans. Ouais, donc un peu plus de 6 ans. Ouais, 91, et je passe 2 ans et demi. Parce que je crois... Alors, il y a certaines personnes qui faisaient un petit peu du lobbying pour dire, même lui, il n'a pas été pro, pourquoi il s'occupe des pros, hein. Je sais qui c'est.
Ça existe encore aujourd'hui? De toute façon, quand vous n'avez pas été pro, il faut prouver, hein. Surtout en France, hein, où tout est fait pour favoriser les pros, ce qui n'est pas forcément une erreur, mais c'est un petit peu outrancier. Et donc, Coco, je suis persuadé, il me l'a dit quand je l'ai invité à Chelsea voir un match, il m'a dit, avec toi, j'ai fait une erreur, parce que je pensais que parce que tu n'avais pas été pro, tu n'avais pas toutes les ressources. Mais il dit, je me suis aperçu après que j'ai fait une erreur. Donc c'est bien, Coco, il reconnaît pas beaucoup, hein. Mais ça, il l'a reconnu. Par contre, à Nantes, il y a un exercice que tu as fait qui était interdit, c'était de faire courir le gardien autour du but. Moi, je prends cet exemple-là parce qu'il va expliquer aussi pourquoi j'ai quelque peu changé ma façon de préparer. J'étais un jeune entraîneur, et même quand j'étais avec les pros, j'étais moins âgé que le gardien que j'entraînais. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de formation comme on connaît aujourd'hui, les formations de gardien de but, les modules dans les ligues. Mais le FC Nantes a toujours été très proactif, parce que je me souviens qu'en 91, le FC Nantes me dit, Robert Budzinski me dit, Christophe, ça te dit d'aller au Real Madrid? Bah oui. Bah, écoute, tu vas y aller, tu vas rester 10 jours. Et tu vas observer comment se passe le passage de la formation chez les pros. Et c'est là que j'ai rencontré Rafa Benitez, qui était entraîneur des U19. Bon, et puis un jour, je leur dis, moi je veux me former, mais il n'y avait rien au niveau de la Fédé. Et ils me disent, va à Clairefontaine. Va voir Philippe Bergerot. Reste 4-5 jours. Et j'ai passé du temps avec Philippe Bergerot. C'est là que j'ai découvert l'utilisation du trampoline, qu'ils essayaient de décortiquer en tant qu'apport pour les gardiens de but. Et avec Philippe, c'était génial, j'étais tout seul à Clairefontaine. Alors pourquoi, du coup, faire courir un gardien autour du but, ça avait choqué? Bah, c'est simple, parce que cet exercice-là, je l'ai pris dans un bouquin. C'est le seul bouquin que j'ai acheté de ma vie. Et j'avais vu un exercice où, en effet, l'entraîneur de gardien, le gardien pose son ballon sur les 5,50, passe le ballon à son coach, et fait un sprint de folie autour du but pour venir se placer, la langue comme ça, et puis là, l'entraîneur frappe. Donc, l'idée, c'était de mettre sous tension le gardien, lui faire perdre un petit peu de lucidité et amener à gérer ça. Comme en fin de match, comme des fois en fin de match, il peut y avoir... Ça n'a pas de sens. Et Reynald revient de son footing. Et il me voit, il s'arrête. Et il reste peu de temps, hein. Et il s'en va. Je dis, tiens, il s'est arrêté. Son visage n'exprimait rien, absolument rien. Il me dit rien quand je passe au bureau après l'entraînement, il me dit rien. Le lendemain matin, il me dit, j'ai vu ton exercice hier. Pourquoi tu faisais ça? Et je lui explique, comme je vous l'ai dit. Et il me dit, t'as déjà vu un gardien courir autour de son but? J'ai dit, merci Reynald. Les bouquins terminés, feuille blanche, le 4 couleurs, et c'est parti. Et après, plus aucun livre, plus aucun exercice de livre. C'était tout tiré de situations de match, de situations de jeu? Ouais, pour la plupart, parce que d'une part, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et puis c'est toutes les discussions que j'ai pu avoir avec Bergerot, puis progressivement avec Bruno Martini aussi, qui a pris la responsabilité de la formation des coachs gardiens. Et puis le jeu, j'ai jamais regardé un match sans avoir un bout de papier et un crayon. Jamais. Après Nantes, tu retournes dans le foot amateur en étant 3 ans entraîneur du RC Ancenis. J'ai regardé, c'est en Régional 2 aujourd'hui. Maintenant, ouais. Mais alors, est-ce que ça t'a servi de t'occuper d'une équipe en tant que coach principal pour après, quand tu redeviens entraîneur des gardiens, à quoi ça t'a servi? Mais j'arrive là-bas parce que je quitte le FC Nantes pour un malentendu avec les dirigeants. Et Ancenis m'appelle pour restructurer tous les jeunes et m'occuper des gardiens. Au bout de 2 mois, dépôt de bilan. Je dis, bon sang, Nantes c'est fini, là, dépôt de bilan. Et sur 3 entraîneurs qui étaient sous contrat, on est 2 à être gardés. Je dis, ouais, d'accord, je vais faire. Mais par contre, c'est un truc que je ne pourrais plus refaire maintenant. Je fais pas les matchs à l'extérieur. Parce que l'équipe de N3 a été effacée des tablettes. Ouais. Et on repart. À l'époque, c'était en DSR, Division Supérieure Régionale. Et au moment où ils me disent ça, fin novembre, le club est dernier avec 15 points de retard. Sacré challenge. C'est plus qu'un challenge. Je dis, ouais, mais je fais pas les matchs à l'extérieur, j'ai mes enfants un week-end sur 2, je veux pas... Ils acceptent. Et le premier match, on joue contre il y a des choses qui marquent, hein. On joue contre les Sables d'Olonne, il y a 2-0 à la mi-temps contre nous. Enfin, on n'avait plus le droit de perdre trop de temps quand même. Et puis on gagne 5-2. Et c'était parti pour la remontada, et on a terminé, on s'est sauvé la dernière journée avec un point d'avance. Et ça m'a servi parce que c'est tellement différent. Dans un club amateur, il fallait tout faire. Ça a été une super expérience avec des gens volontaires. Le football amateur est très riche en termes au niveau humain. Et après, donc, cette expérience, Rennes te contacte. Tu rejoins Rennes d'abord à la formation et après, tu bascules chez les pros à la demande d'un jeune gardien à l'époque, Petr Sech,
Comment se passe la rencontre et comment un gardien a demandé à ce que ça soit toi l'entraîneur des gardiens? Comment vous vous connaissez? Parce que toi, tu es à la formation, lui, il est sur les terrains des pros. Comment se passe la rencontre? Alors, je le connais avant qu'il me connaisse, parce que Pierre Dréossi me demande de regarder une cassette ou un DVD, je sais plus, il y avait encore des cassettes? Ah non, c'était que des cassettes à l'époque. Me dit, tiens, on est sur ce gardien-là, c'est quand même talentueux. Alors je connaissais, parce en plus il avait fait la finale des championnats d'Europe Espoir, et il avait gagné la finale contre qui? Contre l'équipe de France et Michael Landreau. Je leur dis, je connais pas le prix, je connais rien, hein. Je leur dis, bon, moi je pense que ça va être un gardien de but qui va aller vers la bonne évolution des gardiens. Il y a la taille, c'est rapide, techniquement c'est déjà assez propre. Je sais pas à combien vous pouvez l'avoir, mais si vous pouvez l'avoir, faites. Et puis ils font un prix qui était quand même assez important pour un club comme le Stade Rennais, c'est autour de 4 millions, je crois, 4 millions d'euros. Et comment on se voit? La première fois qu'on se voit réellement, c'est à la sortie d'un match. Il me dit alors, j'ai fait un bon match. Je regarde, je dis, ouais, il y a quelques beaux arrêts, mais il y a plein de choses à faire quand même. Toi, tu dois prendre beaucoup plus de place que ça. Et là, j'ai vu les yeux s'ouvrir. Parce qu'il avait gagné? Je crois qu'ils avaient gagné. Ouais, donc il fait des arrêts et Rennes gagne, donc globalement... Il fait une saison exceptionnelle, hein. La première saison, il sauve un peu le club. Hein. Et là, je vois ses yeux qui s'agrandissent. Ah oui, mais comment, quoi? Je dis, ouais, toi, tu dois prendre beaucoup plus de place. Et puis, je m'entraînais souvent sur un synthétique, à la Piverdière, le centre d'entraînement de Rennes. Et je voyais bien que parfois, il était comme ça, on pouvait voir à travers les grillages. Et en même temps, son numéro 2, c'était Jean-Philippe Durand, qui a joué à Bastia, qui est natif de Guignon, je crois. Et Jean-Philippe... il venait parfois s'entraîner avec moi en retour de blessure, ou quand il n'y avait pas d'entraînement avec les pros, il venait avec le centre de formation. Et Petre m'a dit par la suite, il disait que Jean-Philippe lui racontait, il dit, je fais des trucs que j'ai jamais fait. Et ça a intrigué Petre Sech. Ah oui. Et à la fin de la saison, Petre, je pense, avait l'opportunité de partir de Rennes. Et il a dit aux dirigeants, je veux bien rester, mais je voudrais m'entraîner avec le gars qui est à la formation. Oh bah ça n'a pas traîné, hein. Pierre Dréossi me paie dans son bureau. Fallait le garder. Hein. Je pense que c'est plus l'intérêt de garder Petr Cech que de mettre Christophe Lelichon chez les pros. Et puis là, on a vécu un début d'histoire. Moi, j'appelle ça une histoire d'amour professionnel. Parce que c'est magique. Mais qu'est-ce qui a matché? La curiosité des deux. Puis après, je pense qu'il y a des trucs chimiques qui font que, en se regardant, je sais pas, il n'y a aucune autre connotation que professionnelle, je le précise. Mais il posait les bonnes questions. Et moi, il me faisait réfléchir aussi. Parce que vous savez, un entraîneur de gardien, ça progresse aussi, ou ça régresse, avec les gardiens que vous avez. Et lui, c'est un cerveau. Hein. C'est un mec qui réfléchit c'est un mec qui veut être performant, qui veut être le meilleur des meilleurs. Et la première année, déjà, je mets en place une préparation physique de début de saison. Et puis, il y a ce fameux match, c'était contre Le Havre à Deauville, premier match amical. En préparation. Avec l'élastomase sur... Ouais, c'est extraordinaire. Ça. Et il cherche Petre, hein, il veut appliquer, hein, parce que c'était le premier match amical de la saison. Tu lui as demandé quoi, de jouer haut, voir pour le tester un peu, pour le tester un peu, pour avancer, parce que alors même si Laszlo, avec Laszlo, on n'a pas forcément des blocs très très hauts, hein, Laszlo Bologna, mais moi je voulais qu'il soit plus influent parce que je sentais qu'il pouvait beaucoup aider l'équipe dans ce registre-là. Seulement quand vous le faites pour la première fois sur le terrain, je voyais Petre qui était sans arrêt en train de regarder où il était par rapport à son but. Je pense qu'il faut qu'on trouve un truc. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps, je réfléchis, qu'est-ce que je peux lui faire Et je me suis dit, je peux pas, j'ai pas de bon, je peux pas tracer un terrain. Et puis il y avait les kinés à côté de moi. Et puis je vois les élastos, je dis, pop, faut que j'aille voir l'arbitre. Fallait demander, même si c'était un match amical, fallait demander l'autorisation. Bien sûr, je voulais. Et puis ça me paraît. Et puis l'arbitre a été tout à fait compréhensif. Et puis à la mi-temps, je dis à Petre, tu vas voir des choses sur la pelouse, de l'élasto, tu l'enlèves surtout pas, Petre. C'est pour toi. Sache que c'est placé comme ça, pour te montrer où tu es, pour t'aider à te situer. C'est-à-dire que faut imaginer le but qu'avance, qu'on pose sur les 5,50. Donc j'avais fait 2 croix sur les 5,50, sur la ligne de point de penalty, 2 croix, et sur les 16,50. Et comme ça, il a arrêté de regarder. Il avait juste à regarder ses pieds sans se retourner. Voilà, il savait comment il était disposé. Et puis ça a été certainement déclencheur de quelque chose. On a continué à bosser énormément en vidéo. En fait, c'est un mec de détail, c'est à 50 cm près. Alors lui, moi je suis perfectionniste, mais alors lui, c'est quelque chose. Donc on s'entendait bien. Et c'est pour ça que quand il signe à Chelsea, c'est là qu'il fait en sorte que tu le rejoignes à Chelsea. José Mourinho est évincé en septembre 2007. Et le club demande, est-ce que tu as envie de travailler avec un coach gardien? Et il dit, ouais, j'aimerais bien retravailler avec le Français de Rennes. Et il m'envoie un message, j'étais le jour du mise au vert, avec le Stade Rennais, à déjeuner en famille, avant de partir à l'hôtel. Quand je reçois le message,
bonjour Christophe, Mourinho a été viré, est-ce que ça vous intéresse, parce qu'il me voit toujours, même maintenant, est-ce que ça vous intéresse de venir m'entraîner à Chelsea ? C'est plus les vagues du FC Nantes, mais là, c'est quand même une la quatrième. C'est quand même la quatrième, je fais dire ça aux personnes qui étaient avec moi. Et j'ai été pris d'un petit stress, parce que j'ai jamais quitté un club en milieu de saison. Et j'avais fait venir sur les 3 gardiens du Stade Rennais, j'en avais fait venir 2. Je me suis dit, ouais, je peux pas faire ça. Et j'avais besoin d'être rassuré. Alors, très envie d'aller à Chelsea, bien sûr. Surtout que j'aurais pu repartir à Nantes aussi, parce que Nantes m'avait appelé. Au moment où on me demande de grimper chez les pros pour coacher Petr Cech, Nantes m'appelle, Serge le disait, pour revenir à Nantes. Avec Michael Landreau. Et puis à un moment donné, j'ai choisi, puis je pense que le choix est pas mal. Donc il y a cette annonce, et puis tout se met en route progressivement. J'en parle pas trop, j'en parle à un ami qui est dans le staff de Pierre Drey aussi, Michel Sorin, qui me dit mais c'est génial. Donc déjà il m'enlève un petit pan de truc. Et puis vient le moment où Chelsea me demande de venir visiter les installations. Ouais, là ça devient concret. Et là il faut que je m'absente. Un dimanche, on avait joué le samedi, et je vais voir Pierre Drey aussi. Et je lui dis bon Pierre, voilà c'est ça. J'hésite un petit peu, je sais pas. Il me dit mais Christophe, si moi on me demande de venir à Chelsea, mes bagages ils sont déjà faits, Christophe. Donc là t'es d'autant plus rassuré. Et là ça veut dire que je pars en bon terme et j'ai pas l'impression de trahir. Et donc quand tu arrives à Chelsea, est-ce que toi, dans ta matrice, dans ta réflexion, tu dois aussi t'adapter du coup au championnat anglais ? Est-ce que tu as une période de préparation aussi où tu te dis nouveau championnat, ce que je mets en place, ça a fonctionné, mais là c'est un championnat différent, il va falloir que je fasse des choses différemment. Je vais continuer parce que Pet m'avait demandé de regarder ses matchs depuis qu'il était parti de Rennes. C'est un énorme avantage ça, parce que j'avais observé beaucoup de matchs. Régulièrement, je lui envoyais mon avis sur des interventions, sur des relances, sur des buts encaissés. Ils en prenaient pas beaucoup avec Mourinho. Ouais. Mais puis il me disait ce qu'il faisait à l'entraînement. Donc on échangeait beaucoup. Il y a eu malheureusement sa très grave blessure où je me suis rendu chez lui 3 semaines après, quand il est rentré à la maison après l'hôpital. J'étais pas en direct avec les matchs, mais j'avais vu tellement de matchs. Et puis les joueurs. Quand j'arrive, forcément, je parle avec Pej. Je dis, bon, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu souhaites aussi ? Et moi, je vais bosser comme un fou pour m'adapter au mieux. Il dit, on reste dans la continuité de ce qu'on faisait à Rennes. J'ai remangé encore, j'ai décortiqué le plus possible pour lui présenter des choses qui lui correspondaient. Puis il y avait aussi les autres gardiens, Carlo Codicini et Enrique Hilario. Et suite au premier entraînement, il se passe un truc où je dis, waouh, ça c'est le baptême. L'entraîneur, l'ex-assistant de José Mourinho, il me fait comprendre, parce qu'il avait un accent, je comprenais rien. Il me fait comprendre qu'il aurait besoin d'un centreur pour 2 joueurs qui revenaient de blessure et qu'il fallait tester. Mmh. Lui d'un côté, moi de l'autre à faire descendre, et les mecs voulaient faire des reprises. Et les 2 joueurs, c'était Ballack et John Terry. là, techniquement, faut... Bon, je me suis dit, il faut que ça passe. Parce qu'il n'y aura pas de cadeau, de toute façon. Et puis c'est passé. Et je me suis bien mis sur le côté droit quand même pour avoir plus à utiliser la jambe droite. Et puis ça s'est très bien passé. Quand on travaille avec des top gardiens, c'est le top niveau à ce moment-là, qu'est-ce qu'on travaille ? Alors, on va travailler dans le détail, parce que déjà, Petr est techniquement très bon. Il n'y a plus grand-chose à faire avec Petr au niveau technique. On a axé le travail sur sa qualité de déviation. L'ultime orientation des mains pour dévier le ballon dans une zone sécurisée. Petr est un des gardiens qui a le moins encaissé de buts sur un ballon qu'il a dévié. Avec un attaquant qui va la reprendre. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. À savoir être dans la capacité de prendre l'information pour savoir quelles sont les zones qui vont être sécurisées et après adapter la technique pour que ce ballon aille dans ces zones. Je connais des gardiens de très haut niveau qui ont de très très nombreuses sélections dans leur pays. J'en connais un qui a concédé beaucoup de buts sur des seconds ballons déviés parce que il déviait, c'est tout. On a fait un travail avec de la prise d'information préalable à une frappe, des cibles pour dévier le ballon, et Petr était monstrueux. Puis physiquement, ils avaient un programme. C'est là où je me suis rendu compte de la différence entre le football anglais et le football français. C'est tous les à côté, au final. Du purement sportif, du purement... c'est du sportif quand même. Hein. Non, purement technique. Voilà, purement technique. Tout à fait. Et puis être toujours à l'écoute des gardiens. Parce que moi, je prépare la séance. Il me faut à peu près 1h30 pour préparer une séance. Je connais mon thème, je sais dans quel cadre il s'inscrit, mais j'ai toujours la feuille blanche. Puis c'est leur dire, si vous avez une remarque à faire pendant l'entraînement, parce que moi, peut-être que mon idée, elle est bonne, mais elle n'est pas assez réaliste. Vous me dites. Et les mecs adoraient ça. Alors, ils n'intervenaient pas souvent, mais c'est arrivé. Petr dit, tiens, là, ce serait peut-être mieux si on mettait le ballon ici, parce que je rencontre plus souvent ce genre de situation. Ok, pas de problème, on l'adapte.
T'avais quelle place dans les staffs avec les différents entraîneurs que t'as connus? T'as connu Carlo Ancelotti, André Villas-Boas, José Mourinho, Rafa Benitez, Rafael Benitez. Guussi Dink, Avram Grant, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y en a eu 8. Roberto Di Matteo, Roberto, bien sûr. avec la Ligue des Champions. Alors, avec Avram Grant, ça se passe très très bien. Alors, beaucoup disent qu'il n'était pas fait pour ce rôle-là, mais très intelligent ce monsieur. Mais il se fait un peu manger parce qu'il y avait quand même quelques ténors dans l'équipe. Hein. Avram, c'est pas mal. Il y a Felipe Scolari, c'est le deuxième. Là, c'est moins facile, parce qu'il connaissait pas du tout le football anglais. Il n'imaginait pas que c'était comme ça. Et là... Il gagne la Coupe du Monde 2002, c'est ça? Ouais, quand même, ouais. Mais par contre, le championnat... Il est super joueur. Et puis son entraîneur de gardien, ah oui, il y a une anecdote que je dois signaler parce que lors de ma première saison, on fait quand même la finale de Ligue des Champions à Moscou contre Manchester United, on perd au penalty. Et mon retour de vacances du sud vers la Bretagne avant de repartir sur l'Angleterre, je reçois un coup de fil de ce fameux Michel Sorin du staff rennais qui me dit c'est mon épouse qui prend le téléphone et je la vois faire ça. Elle dit ah bon? Et Michel lui dit mais t'es au courant, Christophe est viré. Et puis elle me regarde, t'es viré. Je dis ah bon? Sacré retour de vacances. On s'arrête sur la première aire d'autoroute, et je rappelle Michel, et il me dit ouais, c'est marqué dans l'équipe ce matin. L'annonce de Felipe Scolari signifiait aussi qu'il arrivait avec son staff et son entraîneur de gardien. Et moi j'appelle tout de suite Peter Kenyon, qui était le directeur exécutif du club, en disant Peter, je suis viré. Je suis dans la presse française, apparaît mon nom, mais pas pour longtemps à Chelsea. Non, t'inquiète pas, Scolari a accepté que son entraîneur de gardien fasse autre chose, c'est toi qui restes, y a pas de problème. Donc il arrive avec son entraîneur de gardien, il le prenne quand même. Chaque entraîneur, maintenant les staffs sont composés, mais à part toi tu perdures à chaque fois. Bah oui, parce qu'il y a un grand monsieur aussi qui est au-dessus. Et le grand monsieur qui s'appelle Roman Abramovich, il adore Petr Cech. Donc il est intéressé par le mec pour savoir qui est le mec que Petr a appelé. Et pour l'anecdote, quand je viens visiter Chelsea en octobre 2007, je suis avec Avram Grant et Petr est avec nous et il sert de traducteur. Oui. Et à un moment donné, j'entends un bruit d'hélicoptère. Et j'y tiens, il y a une base militaire, il y a un hôpital. Et puis Petr, il me dit, ah, c'est le boss. Ah. Et le boss, il était venu de Londres pour voir le Français qui allait venir entraîner son gardien. Parce que il voulait comprendre. Il voulait cette voir personne. Exactement. Je suis très très étonné. Et après, que ce soit donc Felipe Scolari et Guussi Dink qui est arrivé, après c'est Carlo Ancelotti qui est arrivé sans entraîneur de gardien. Il aurait pu en amener un, mais bon, on lui a dit que c'était pas la peine. Carlo Ancelotti, après Carlo c'est André Villas-Boas qui lui n'avait pas d'entraîneur de gardien. Et on m'a dit après qu'on lui avait dit on a ce qu'il faut. Rafa Benitez vient en intérim avec Xavi Valero, qui est l'actuel entraîneur des gardiens de West Ham, un mec génial, mais qui sait qu'il ne sera pas entraîneur de gardien. Donc il sera plutôt analyste, il va aider Rafa à analyser les matchs. Et puis après Rafa, c'est José. Et José, il a son entraîneur de gardien emblématique, le même que Petr avait avant mon arrivée. Et c'est un garçon qui est parrain du fils de José, qui est un peu son bodyguard aussi. Et là, on lui dit, non, c'est Lolichon. Voilà. Bon, après, ça, je pense que ça a créé pas mal de tensions. Hein. Mais j'ai été... quelque part, il y avait à la fois sans doute, j'ose espérer, une reconnaissance du travail effectué, et donc une protection aussi... une protection de la part du grand monsieur. Petr Cech a globalement sur une grande partie de votre relation été numéro 1 indiscutable à Chelsea. 2015-2016, du coup, Thibaut Courtois revient. Et donc il y a ces deux gardiens-là, deux top gardiens. Comment, et donc là on va aborder un peu la concurrence, mais comment ça s'est passé, cette relation-là entre les deux? C'est José Mourinho qui souhaite l'arrivée plus tôt que prévu de Thibaut Courtois, que j'avais demandé de recruter parce que j'ai découvert, je suis pas le premier, je dois être le deuxième, peut-être même le troisième. Et je vois un grand échalas jouer dans le but, je dis waouh, il y a quelque chose là. Et au retour, Abramovich me demande, il me dit faut faire ou pas? Je dis il faut faire. On me demande de préparer un projet sportif pour lui, donc de le prêter éventuellement, mais au départ il devait rester à Genk. Et dans les 3 semaines qui ont suivi mon aller-retour Londres-Genk, je me suis fait discret, j'étais debout dans le stade. J'étais même pas assis, j'ai dit vous me trouvez une place. C'était l'armada derrière, tout le monde le voulait. Hein. Et puis il a pas donné sa réponse tout de suite, ce gaillard. Hein. C'était un accord passé avec Genk, il n'avait pas le droit de parler au club qui était intéressé. Avec son papa qui pouvait parler, lui ne pouvait rencontrer personne. Et le papa a voulu respecter le deal. Jusqu'au mois de juin, où là j'étais en vacances, et je reçois un coup de téléphone avec un accent belge, c'était Thibaut. Sa première question c'était, il tutoie tout de suite lui,
Pourquoi tu me recrutes? Pourquoi tu me veux? Comme ça. Donc là faut l'argumentaire, mais parce que la saison était finie, donc là, il pouvait réfléchir à la suite, lui. Bien sûr. Pourquoi tu me veux? Et je lui explique. Je dis parce que t'as énormément, je pense que t'as du talent déjà, et t'as énormément de disposition, de prédisposition. Et il y a une telle marge de progression que ça va être phénoménal, Thibaut. Puis il me dit, je voulais vous dire, au bout d'une demi-heure, je voulais vous dire que c'est Chelsea que j'ai choisi. Gagné. Et puis il y avait l'Atlético de Madrid qui voulait l'acheter, donc une fois que nous on l'a acheté, Thibaut, l'Atlético l'a réclamé en prêt tout de suite, donc il est parti 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, normalement, le projet c'était de le prêter à un club anglais. Mais il avait tellement été bon et efficace, plutôt que bon, mais bon, efficace ça va souvent ensemble, que l'idée c'était de le prêter à un club anglais pour qu'il découvre le football anglais. Mais moi j'ai fait des allers-retours innombrables entre Londres et l'Espagne, que ce soit les matchs Barcelone-Atlético, puis les matchs à l'Atlético. Justement, le suivi c'est quoi? Parce que là il est à distance, mais il appartient à Chelsea. Quand tu parlais de projet, comment tu établis le lien? Comment tu maintiens la relation? Sous quelle forme? C'est hyper simple, c'est que je vois tous ces matchs. Et puis je fais les allers-retours, je vais voir ces matchs, dès lors qu'il devient, parce qu'il n'est pas titulaire au départ, il y a une hésitation, c'est un entraîneur argentin qui est là. Et dès lors qu'il commence à jouer, c'est parti. Hein. L'espace aérien Londres-Madrid, je le connais par cœur. Hein. Et même des fois où je suis allé, où on jouait, nous, à 15h avec Chelsea, eux jouaient à 22h. En Espagne, ça arrive, plus tard, ouais. Où j'avais une moto qui m'attendait à la sortie. Je me souviens de matchs à Tottenham, à Arsenal, peut-être Tottenham, Arsenal, et une fois dans le nord de l'Angleterre, où j'avais une moto qui m'attendait pour filer à l'aéroport. J'avais calculé que le délai était jouable, sans accident, et j'arrivais 10 minutes avant le coup d'envoi. Et je restais souvent dormir chez lui. Et puis je restais le lendemain matin, il n'avait pas d'entraînement, ou si c'était un décrassage, et on analysait son match, et je lui apportais des images de football anglais. Et on commençait, via la vidéo, une préparation au football anglais. Et puis Mourinho a décidé, suite à un match de Coupe d'Europe contre le PSG, où Petr n'avait pas été efficace sur un but, le but de Pastore quand il élimine... Sur le bord de la touche. Il élimine 3 joueurs, il élimine 3 mannequins, et Petr ne fait pas le bon choix technique. Alors Petr n'est pas bon sur ce coup-là. Et le lendemain, Mourinho fait savoir à qui de droit qu'il souhaite le retour l'arrivée de Thibaut Courtois la saison suivante. Et là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce qu'en même temps, je pense qu'il veut aussi casser... J'ai la prétention de dire qu'on était un axe fort avec Petr dans le club. Et là, je pense Mourinho veut aussi casser ça. Question de pouvoir, d'ego, parce qu'il y avait cette relation avec le propriétaire, c'est ça? Aussi, parce que j'ai été pris pour un espion. Hein, aussi, à un moment donné, quand vous êtes parano, à un moment donné, vous prenez tout le monde pour des espions. Hein. Donc, imposer sa marque, son retour, parce que lui, il revenait au moment-là, c'était on avait déjà fait une saison ou 2 saisons ensemble sans Thibaut. Hein. Et après, il a voulu, alors qu'en début de saison, sur un match amical, Petr fait un arrêt. On est aux États-Unis, il fait un arrêt colossal. Et là, Mourinho se retourne. Il va rester longtemps meilleur gardien du monde. Et 4 mois après, il fallait le jeter. Donc, comment se passe l'arrivée? J'ai tout de suite compris que c'est Thibaut qui jouerait. Mais Mourinho ne reçoit jamais les yeux dans les yeux à Petr Cech. Ne serait-ce que pour lui dire, écoute, je prépare l'avenir, je vais mettre le gamin. Ça me fait suer parce que je te considère tellement. Et il avait beaucoup d'estime, José Mourinho, pour Petr Cech. Mais non, jamais. Petr Cech, je le comprends. Je lui dis aussi parce que je suis obligé. Il y a une relation professionnelle, mais il y a une relation au-delà du monde, au-delà de l'aspect professionnel. Et j'ai tellement de respect pour ce mec qui se bat. Et je dis ça va être compliqué, Petr, ça va être compliqué. Et Mourinho te le dit à toi que la hiérarchie a changé ou même pas? Non, mais il se plante 1 ou 2 fois dans... Il y a des mots qui laissent penser que... Moi, j'ai eu de la chance, encore une fois, parce que Petr a une réaction qui devrait être normale, mais qui ne l'est pas, parce qu'on n'a pas coutume de rencontrer ça. Petr aide Thibaut. Mais qu'est-ce que c'est douloureux quand vous êtes sur le banc de touche, et que vous tournez la tête, et vous avez le visage de Petr qui est juste derrière vous. Qu'est-ce que c'est compliqué. Mais le gamin, il est hyper performant quand il arrive. Il est très très bon. Et là, Petr, il dit, ça va être compliqué. Mais Petr continue de se préparer, mais exactement de la même manière que lorsqu'il jouait. Il ne lâche rien. D'ailleurs, il joue, sélection comprise, je pense qu'il joue pas loin de... Il joue pas autant de matchs que Thibaut, mais presque autant. Il joue 25 matchs, toute équipe, sélection, club, toute compétition. Et cette année-là est géniale. Cette année-là est vraiment géniale. Si ce n'est de voir Petr sur le banc, c'est top. Après, tu restes à Chelsea, mais tu as un rôle différent.
C'est dans ce rôle-là que... Alors, on a parlé d'un recrutement et d'un suivi de projet avec Thibaut Courtois. Là, plus sur un processus de recrutement avec Edouard Mendy. Il faut savoir que Petr quitte Chelsea pour aller à Arsenal. M. Abramovich l'a autorisé. Mais il lui a dit, ça c'est pour mieux comprendre la suite, il lui dit oui, mais tout seul. Donc sans toi. Oui, parce que c'est pas que sa femme. Il reste à Londres. Et quand il part, la deuxième année, il dit Arsène Wenger, il dit bon, est-ce que vous pouvez pas essayer? Et Arsène Wenger est tellement content d'avoir récupéré Petr Cech qu'il dit je veux pas me mettre à mal avec Chelsea, machin. Et ça a rempli les sites internet de Londres. Mais moi, le big boss, il veut pas que je parte. Bah, je pars pas parce que je vais pas être en guéguerre. Ce monsieur m'a tellement bien accueilli. Et donc, il dit à quelqu'un, le lichon, il reste et il fait ce qu'il veut. Le programme, il est vaste, hein. Moi, je suis au service du club, donc je vais voir ce qui se passe un peu plus à l'académie. Et puis, il y a le loan department. C'est peut-être le moment de déclencher une opération sur les jeunes gardiens pour qu'ils puissent aller mûrir plus vite dans des clubs de Championship, Ligue 1, Ligue 2. Je pense que déjà, on est les premiers à avoir eu un loan department, comme on dit, département des joueurs prêtés, de cette dimension-là, structuré comme ça. C'est-à-dire qu'on analysait tous les matchs de nos mecs. On a eu jusqu'à 55 joueurs prêtés. Bon, certains, on les analysait un petit peu moins, certes. Mais alors j'ai le manque de la compétition, évidemment. Et puis en même temps, je vais à la rencontre des clubs où je prête des joueurs. Je cherche des clubs pour les joueurs, pour essayer de trouver une osmose entre la qualité du joueur. Quel est le club le plus persuader un entraîneur de faire confiance à un gamin de 18 ans en Ligue 1, c'est pas gagné en Angleterre. Hein. Ils veulent des vieux briscards, le mec. Donc c'est des discussions, c'est participer. J'ai même fait dans un club proche de la banlieue londonienne. Je fais même un échauffement d'avant-match avec mon gardien qui est prêté à ce club parce que le goalkeeper coach il est blessé. Donc alors que tu étais encore à Chelsea, mais là, le jour-là, tu deviens... Bien sûr, mais c'est génial. En Ligue 2, 4e division. Il y a des moments extraordinaires. Et puis en même temps, il y a un œil sur le recrutement. Il y a un gardien espagnol qui a été recruté. Le dernier sur la liste que j'avais donnée à Mauricio Sarri. Parce que je quitte l'équipe première quand Antonio Conte arrive. Et Antonio Conte ne savait pas qu'il y avait un problème entre Courtois et moi, parce qu'il y a eu un problème entre Courtois et moi. Et sur les manières de travailler. Ouais, puis il voulait plus trop. Alors Thibaut est tellement talentueux, donc il pensait que c'était largement suffisant. Et moi, je voulais encore avancer, notamment dans le domaine visuel avec lui, mais lui, ça le barbait. Et on s'est accroché plusieurs fois. Quand Antonio est arrivé, on se voit, il me dit bon, la pré-saison, comment tu la vois? Je dis Antonio, je suis pas sûr qu'on va travailler ensemble, parce que si Thibaut part pas, moi, je suis plus l'entraîneur des gardiens de l'équipe première. Et Thibaut ne part pas. Donc je quitte l'équipe première. Mauricio Sarri arrive après, Thibaut part en Espagne, donc là, un petit peu trop tard. Et puis il recrute un gardien espagnol dont je fais pas la promotion. Kepa. Très bon mec, mais je fais pas la promotion pour plein de raisons, par rapport à mes critères, et puis même par rapport aux critères que souhaite Sarri, par rapport au jeu qu'il a développé à Naples, etc. Je lui propose un nom, 2 noms, 3 noms. Il a une liste, un dossier a été déposé sur sa table, et Kepa est le dernier sur la liste. Et là, j'ai compris que ce que j'avais dit ne servirait sans doute à rien et Kepa est arrivé. Et puis, Mauricio Sarri part au bout d'un an et c'est Franck Lampard qui arrive. Et Franck, à un moment donné, n'est pas satisfait des prestations de Kepa et dit à Petr, qui était revenu au club comme directeur technique, enfin c'est un titre qui n'est pas trop connu, mais qui montrait que Petr était le relais entre le propriétaire et Franck. Franck, il dit à Petr, tu peux regarder avec Christophe. Et là, sur le marché, les meilleurs, ils coûtent très cher. Et là-haut, ça voulait pas mettre une somme folle, parce qu'ils ont mis 80 quand même pour Kepa. Et là, Petr me dit, qu'est-ce que vous avez comme idée? J'ai dit, il y en a un dont je t'ai parlé il y a 2 ans. Et il s'en souvient pas. Un gardien de couleur qui joue à Reims. Ah, oui. Et moi, j'ai commencé à suivre Mehdi lorsqu'il a débuté avec Reims en D2. Et j'ai suivi, parce qu'il m'a interpellé, ce garçon. Il était agile, il était puissant, il avait de la taille, c'est un 96. Il sortait. Il essayait d'être le plus proactif possible. Pas toujours adroitement, mais il essayait. Et Petr me dit, ouais, mais c'est pour venir à Chelsea. J'ai dit, t'en as d'autres? Et j'ai dit, je pense que lui va faire quelque chose. J'ai cette impression. Et j'observe, il va à Rennes. C'est pas innocent non plus le choix de Rennes. Et puis je rencontre Edouard sur un match Monaco-Reims. Où discrètement il m'attend, je viens voir on a un joueur prêté à Reims, et je sais pas pourquoi, et Edouard est au courant, on s'est jamais vu. Hein. Par contre sur Canal j'ai dit que c'était sans doute le meilleur gardien de la Ligue 1, ou l'un des plus performants.
Donc je parle avec l'entraîneur de Reims, qui était Guillon à l'époque, je rencontre le joueur que je suis venu superviser. Il y a un type qui est un peu dissimulé dans un coin de la pièce de l'hôtel à Monaco. Et il se trouve qu'à un moment donné, je reviens vers la réception pour prendre un café, et le type était toujours là, c'était Édouard Mendy avec une capuche, qui est venu me voir pour me dire « Monsieur Lelichon, je voulais vous remercier pour ce que vous dites sur moi à Canal+. » C'est la première rencontre. Première. Et après, on s'est téléphoné plusieurs fois. Jusqu'au jour où... C'est Pet qui propose, hein. Il dit voilà, Christophe, on a vu Édouard Mendy. Qui ça? Qui ça? Il a joué la Ligue des Champions? Non. Il a joué... non. Il a joué... Non. Il a 100 matchs en Ligue 1? Non. Et puis, il y a 4 ans, il était au Pôle emploi. Avant Marseille. Ouais. Et Franck vient me voir. On n'a pas une super entente avec Franck. Suite à quand il était joueur et moi coach gardien des pros, on n'a pas une super entente. Il vient me voir, il me dit tu l'aimes bien celui-là? Je dis ouais, pour moi c'est celui-là. Et le club valide. Et après avec Petre, sans blague, on se charge de tout. À part moi les négos non, mais on se charge de tout. Sur l'approche au niveau du stade rennais, etc. On fait tout. Je suis au téléphone avec Edouard tous les jours parce que Rennes forcément ne peut pas forcément laisser partir ou profiter de l'occasion pour faire un bon transfert. Voilà. On a parlé de Petr Sech en tant que joueur. Ça a été abordé dans un documentaire actuellement sur Canal+, sur les tirs au but. On va parler des tirs au but, mais de la préparation d'une séance de tirs au but, celle de 2012, contre le Bayern de Munich. Tu en as parlé plusieurs fois du travail que tu as mis en place d'observation de cette séance-là. Ça vient de toi, ça vient de Petr Sech, ou alors c'est l'entraîneur de l'époque, soit en début de saison, André Villas-Boas, ou alors au moment de la Ligue des Champions, Roberto Di Matteo. Tout ce travail, il vient de qui et pourquoi l'avoir fait? J'ai commencé à m'intéresser au penalty lorsque j'ai débuté le travail avec Petr à Rennes, où on observait, mais c'était très empirique. Je prenais des notes, et on avait trouvé des trucs, je me souviens, en Coupe de France contre Angers, où on avait fait la triple feinte. On tentait des trucs. Et puis il y a cette fameuse finale de Moscou. Ça, c'est 2008. Ouais, où là, c'est Petr qui est dans le but. D'ailleurs, on perd au penalty, il arrête le penalty de Ronaldo. Mais c'est pas ça qui me gêne trop. J'avais préparé quelque chose d'assez concis, mais pas d'hyper profond. Et c'est quand Nicolas Anelka se présente pour le dernier penalty, s'il marque, on gagne, je crois. Et je me dis, waouh, j'ai pas dit à Nicolas qu'il fallait pas tirer sur la droite de Van der Sar. Et je me suis dit, surtout pas à mi-hauteur. Nicolas, il tire sur la droite de Van der Sar à mi-hauteur. Ah, j'étais mal, mais très très mal. Et je me suis dit ce soir-là, plus jamais ça. Ça veut dire l'analyse du gardien, mais dans l'analyse globale, les tireurs et le gardien. Et là, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, où je commence à analyser. Et j'ai noté les principaux tireurs de la Première Ligue, les principaux tireurs de Champions League. Au départ, j'avais 7-8 points d'analyse. C'est passé à 10, c'est passé à 12, ça finit à 15. Le 16e point, ce serait les stats très développés, qui viendraient conforter ou pas d'ailleurs. Donc 15 points, le gars pose son ballon sur le point de pénalty, je commence là. Et tout ce qu'il fait, je décortique quand j'ai les images, que parfois, vous savez, les caméras, on n'a pas le pénalty. Ouais. Des fois, c'est le gars, il pose son ballon. Après, et puis après, il y a un plan sur l'arbitre. Ouais, sur l'arbitre, sur le gardien qui se prépare. Donc, mais maintenant, de plus en plus, on a des plans larges, les fédérations offrent des plans larges. Et là, moi, je suis pas ordi, je suis un peu vieille école. J'ai des tableaux, j'ai les 15 points, et tac, tac. Tac, tac, tiens, là ça se rejoint. Là il a tiré de ce côté-là, là il a tiré dans l'axe. Et puis des fois, tout s'écroule. Parce que tout ce qui réunissait une option s'écroule. Il suffit d'un tir où il va faire l'inverse, il va tirer à gauche alors qu'il va toujours tirer à droite. Mais on peut arriver à trouver des choses. Le souci, c'est que les joueurs deviennent de plus en plus techniques et ils savent qu'ils sont observés. Je pense que ça va être plus compliqué. Mais il y a quand même encore des choses à tirer. Là, il y a un joueur, par exemple, je prends toujours le même exemple parce que ça m'a bluffé, c'est Steven Gerrard. Pendant 5 ans, j'ai rien vu. Mais rien. J'ai tout décortiqué, la prise d'élan, le recul, le machin, etc. Tout. Et puis un jour, il a changé une position de bras. Sur avant-dernier appui. Et là, dès lors qu'il y avait cette position-là, j'étais sûr du côté. Par rapport à son bras? Un bras. Donc le bras, c'est un point d'analyse. Les autres sont secrets, mais... il y a 2 bras, donc je ne vais pas vous dire le droit ou le gauche. Il y avait 2 bras. Et là, sur Steven Gerrard, attention, je ne généralise pas. Et puis il y a des choses. Après les pénaltys du Bayern, j'avais 31 minutes de pénalty. J'ai pas beaucoup dormi. On avait 3 semaines pour préparer. Donc j'ai essayé de synthétiser parce que je n'allais pas présenter tout aux gardiens. Et puis j'ai voulu aussi que les gardiens s'en mêlent un peu. Je leur ai filé sur les 31 minutes, j'en ai réduit un peu et j'en ai donné un peu aux gardiens. J'ai fait une pré-sélection d'images. Et puis, je leur avais demandé leur avis. Et Petr avait le dernier cadre. Et je lui ai demandé, je dis, est-ce que tu valides? Et il dit, ouais, ça me plaît bien.
Et puis la finale arrive. Bon, il y a Robben, déjà, 94e. Robben, c'est un copain de Petr. Ils ont joué ensemble à Chelsea. Donc il fallait pas montrer. Puis il était fatigué, il était frustré, Robben. Didier avait égalisé à la 88e. Et fatigué, énervé, Robben, c'est la gauche du gardien. À chaque fois. Sur ce que j'avais, j'en ai pas 50. Hein. Donc statistiquement, mon analyse, elle est limite légitime. Mais il faut bien se référer à quelque chose, sinon on fait rien. Il y en a qui font rien. Beaucoup trop d'ailleurs. Et je dis à Petr, faut pas que tu lui montres. Parce qu'il te connaît. Donc Petr ne montre pas, avec le risque. Si je pars pas suffisamment tôt. Un temps de retard. Je dis ouais, mais c'est le risque. C'est le risque à prendre. Donc il part pas. Ça doit se déstabiliser un peu Robben. Et Robben le loupe. Clairement, il le loupe son penalty. Il est mal tiré son penalty. Mais Petr ne s'engage pas. Parce que si Petr part à fond, le ballon il passe quasiment au milieu. Hein. Donc voilà. Puis tous les autres. Il y en a qu'un qu'on ne savait pas. C'était Neuer. Et je dis à Petr, à la cantonade, je dis à Petr, il va faire comme Butt, qui était numéro 2, et qui lui tirait toujours sur le côté droit du gardien. Et Petr avait senti autre chose que moi j'avais pas vu. Il le dit dans le doc sur Canal. J'invite tout le monde à regarder le documentaire qui est vraiment plus global sur les tirs au but. Mais quand on en parle, il y a aussi l'aspect où tu vas conseiller les joueurs. Là, c'est plus un travail spécifique, c'est Didier Drogba. Au moment où il prend le ballon, il sait où il va tirer. Alors, non, moi je suggère. Mais le travail que tu as fait, j'ai fait sur Neuer, c'est plus global. J'ai fait sur Neuer, mais j'ai eu ça n'a aucune valeur statistique ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, il faut essayer de prendre le petit truc qui va peut-être servir. Et en effet, je vois que Neuer, à un moment donné, il change sa routine sur le 5e penalty. Au lieu de partir à droite face à un droitier, il part à gauche. Et il fait le contraire sur un gaucher. Et je vais voir Roberto Di Matteo, pour lui dire, est-ce que tu m'autorises, j'avais rien dit au joueur avant, hein, est-ce que tu m'autorises à aller parler au joueur? Alors je sais même pas s'il m'a compris, s'il était parti je sais pas où, il m'a dit ouais, fais ce que tu veux. Et là je me dis j'y vais pas, parce que si je me plante, il y a certains joueurs qui vont pas se gêner, c'est lui, un joueur notamment, c'est lui. Et j'y vais parce que c'est le moment jamais. Hein. Et tu vas voir tous les joueurs ou les 5 joueurs, les 5 premiers joueurs, Mata, Ashley Cole, David Luiz, Franck et Didier, ça fait 5. Ouais. Et Mata, c'est le premier à tirer. Et qui dit, ouais, je vais faire. Et puis il pose son ballon, il prend sa course d'élan et il fait le contraire de ce que je lui ai suggéré. Donc il la met sur la gauche de Neuer, et Neuer part face à un gaucher, il part à gauche. Et il l'arrête. Et Mata, dans la nuit, il me dit, tu sais Christophe, c'est fou, hein, parce que j'ai quitté le rond central, je vais faire ce que m'a dit Lolich, comme ils disent, et puis quand il prend sa course d'élan, il perd le contrôle. La tension, la pression. Il fait comme il fait d'habitude. En plus, il était pas super bien, mais il la met. Voilà. Et puis après, Didier, c'est le dernier. Plus globalement, au niveau de la France, entre l'Euro des U17 au mois de juin, la Coupe du Monde U17, l'Euro 2021, la Coupe du Monde 2022 et même les féminines là, ces 5 séances perdues par une sélection française. Est-ce qu'on a un souci avec ça en France? Alors, je vais être très prudent sur mes propos, mais j'ai entendu des choses. J'ai entendu le mot loterie, j'ai entendu... Je pense qu'il y a des gens qui devraient aller travailler à la Française des Jeux. Ça t'énerve? Ah ouais, ça m'agace. Sur les pénaltys, la loterie? Ça m'agace terriblement. Parce qu'on ne peut pas savoir à 100% ce qui va se passer. Ça serait extrêmement prétentieux et surtout irréaliste. Mais par contre, il faut passer du temps. Et peut-être pas se limiter à une stat qu'on va vous donner avec un but qui est séparé en 9 parties en disant ta. Je suis persuadé qu'on peut aller chercher quelque chose. Et je suis même persuadé qu'on peut, aujourd'hui, à l'heure où on parle, je pense qu'on peut encore aller plus loin sur l'étude du body language et essayer de la rendre encore plus scientifique pour donner peut-être encore une cartouche au gardien. Donc, le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr que ça aille jusqu'au penalty. Bon, peut-être qu'il ne faut pas y passer beaucoup de temps. Seulement les pénaltys, il n'y a pas que les pénaltys, des séries de pénaltys, il y a les pénaltys dans un match aussi. Petr, il a été décisif en finale de Coupe d'Angleterre, il a été décisif, une fois il rentre, il remplace Ross Turnbull, il rentre sans échauffement, il prend les gants, il a le survêt, il va dans le but, il fait l'arrêt. Mais il savait. Donc ça m'énerve d'entendre parler de loterie, parce que je pense que c'est d'une part donner trop de place au hasard. Donc mettez-vous au boulot et puis vous voyez ce que ça peut donner, quoi. Mais il faut y consacrer du temps. Un penalty bien tiré, il est inarrêtable? Il est inarrêtable. Un penalty sous la barre très fort, c'est inarrêtable, il n'y a pas le temps. Physiquement, entre la distance, la dimension du but et la capacité de réaction humaine, il n'y a pas le temps. Donc là, c'est au gardien d'impressionner pour pas que le joueur ait la confiance de le faire. Chaque gardien a sa personnalité. Emiliano Martinez,
il a exprimé toute sa personnalité contre la France. Et il a perturbé. Parce qu'il n'y avait pas de pénalité. De toute façon, lui, s'il a analysé les tireurs français, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ils n'avaient jamais tiré en club. Ils n'avaient jamais tiré. Donc, ça l'a renforcé dans son intention d'exprimer tout son truc, là. D'autres gardiens ne font pas ça, parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de faire ça. Mais par contre, ils se présentent peut-être un petit peu trop en victime. Petre n'était pas à faire de la gymnastique avant un penalty. Hein. Lui, il était focus. Hein. En plus, on avait fait un travail de concentration avec un préparateur mental qui est salarié de Chelsea, qui est toujours là-bas d'ailleurs. Et il a appris, on faisait les séances ensemble, à se focaliser. Parce que si vous donnez des infos à Petre, c'est un ordinateur sur pattes. Okay, donc il les enregistre. Il n'avait pas de papier ou de bouteille. Non, pas besoin. Mais attention, c'est bien de voir ça. Hein. Moi, j'ai un gardien au centre de formation, un jeune gardien croate en Youth League. Il a besoin de la bouteille. Donc on lui fait la bouteille. Et il a qualifié l'équipe. Hein. Donc, vous savez, quand Petre vous dit dans la nuit de la victoire, c'est incroyable ce que j'ai vu. Il dit, j'ai vu le mec poser son ballon et j'ai vu les tribunes partir. C'est-à-dire que dans mon champ visuel, je n'avais que le tireur et le ballon. Et là, toutes les informations que j'avais, au fur et à mesure que l'action se déroulait, toutes les informations ressortaient. Je dirais pas que c'est l'homme qui valait 3 milliards, bien que lui, il ait des plaques un peu partout, mais c'est presque ça. Dernière question. La France reste le meilleur pays en termes de formation de gardiens. Si on prend Mike Maignan, Lucas Chevalier, Ilan Meslier. Alors, j'en suis pas sûr. Parce que la France est, sur une dernière étude, parue il n'y a pas longtemps, la France est un des seuls pays européens qui connaît une baisse des sollicitations par les pays étrangers de ses gardiens. Ça fait un petit peu mal. Il y a des clubs qui travaillent bien. Et puis, il y a des clubs aussi... Alors ça, je ne vais pas me faire que des amis, mais il y a des clubs qui veulent des gardiens performants à la formation, sans forcément un profil morphologique en devenir. Donc ils ont des gens qui sont déjà très mûrs physiquement, qui vont être performants en U16, U17, U18, voire U19. Mais pour le très haut niveau, après, ça peut être compliqué, que ça grandit plus. Le critère d'un 90 ? Ouais, alors, oui, mais attention, on peut être professionnel à 1m83. Raya, c'est titulaire, mais il compense tellement... par une lecture de jeu, il y en a qui vont dire il fait des erreurs. Oui, bien sûr, il fait des erreurs, mais regardez le nombre de ballons qu'il touche et l'importance qu'il a dans le système d'Arteta. 1m89 Ederson. Moi, je pense que si on a la chance d'avoir un gardien qui fait 1m95 et plus, qui est bon avec les pieds, qui est intelligent, vous savez, c'est physique, c'est mathématique, le mec il prend plus de place. Mais moi j'étais habitué, j'ai eu la chance. Mon premier grand gardien, c'est Andreas Isaksson. 1m99, suédois. Des boîtes à la place des pieds. Mais il m'avait surpris quand je suis allé le superviser, il allait à une vitesse exceptionnelle au sol. Malgré la taille d'écran. Ouais, mais c'est pas maintenant, faut plus dire malgré la taille. C'est fini ça. Les morphologies évoluent et les entraînements évoluent. On peut faire progresser. Moi, j'ai fait des entraînements, à base pliométrique où le mec il prenait 8% d'amélioration après 11 séances. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les grands gardiens qui sortent le plus, qui vont plus dans les airs. Par contre, si on modifie, on leur fait comprendre la nécessité d'avoir une bonne position de départ, pour influencer l'adversaire, pour prendre plus de place et augmenter sa zone d'intervention, un 95 avec des bras qui font quelques centimètres, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont venir vous chercher. Mais par contre, c'est pas que la taille. Merci beaucoup, Christophe. On va passer au face-à-face. Une question, une réponse. Ton modèle quand tu étais plus jeune ? Georges Carnus. Le plus bel arrêt que tu as observé ? Il y en a 3. Un arrêt de Gordon, gardien gallois, et qui fait un truc incroyable. Et puis un arrêt de Petre en finale de Coupe d'Angleterre, qui est absolument remarquable sur une tête du géant Carroll. Petrosec, gardien de hockey, ça t'étonne ? Non. Le geste que tu préfères ? Le geste qui va diriger la défense. Ce qui te fascine chez les gardiens ? La capacité de résilience. L'entraîneur principal qui comprenait le plus le poste de gardien. Je vais mettre une paire. Suodo de Noex. Le gardien qui t'a le plus impressionné dans toute ta carrière. Petrocek. Le meilleur gardien aujourd'hui. Il n'y a pas un meilleur. Il y a plusieurs très bons. Plusieurs tops. Je mettrais Ter Stegen, Courtois et Ederson par rapport à sa qualité forte. Les portes de l'Opéra de Paris se sont-elles ouvertes ? Très bien informé. Non, elles se sont même un petit peu refermées. Pourquoi tu veux y aller ? Parce que je pense qu'on doit aller chercher dans d'autres sports des similitudes avec le poste de gardien sur les possibilités d'entraînement. Autant le handball,
Et la danse, pourquoi ? La danse, pourquoi ? Parce qu'il y a une telle maîtrise des corps chez les danseurs classiques que ça m'impressionne et je veux savoir comment ils y arrivent et discuter avec à la fois les préparateurs physiques et les chorégraphes sur les notions de gainage. Le conseil que tu donnerais au Christophe Lolichon, né à Nantes. Suis ta passion. Voilà, suis ta passion. Ouais. Merci pour ce passionnant et riche échange, Christophe. Merci d'avoir accepté de revenir sur ta vision du poste, sur l'évolution et sur aussi le fait d'avoir côtoyé des grands gardiens et des grands entraîneurs. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'était le dernier épisode de cette saison 1 de La Voix des Gardiens. 10 invités se sont succédés à cette table pour partager leur passion du poste. Jérôme Alonso, Sébastien Frey, Gennaro Brasigliano, Geoffrey Jourdain, Alexandre Oukidja, Mathieu Séquinger, Yévan Diouf, Christophe Miranda, Pauline Perromagnin et donc Christophe Lolichon. Je les remercie une nouvelle fois d'avoir accepté. Merci à vous également de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à interagir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en attendant la saison 2 qui arrive fin janvier, restez connectés, des cadeaux seront très prochainement à gagner sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook. En attendant, continuez à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. Merci encore à vous, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.